dans l'ordinateur desquels on a retrouvé des contacts avec Omar Homsen, donc qui était l'un des principaux recruteurs, qui est d'ailleurs quelqu'un qui faisait des vidéos d'assez bonne qualité pour pousser les jeunes à aller faire le djihad. Et donc on m'a mis en contact avec Omar Homsen. Je ne prends pas trop de temps, non ? Et j'ai parlé avec Omar. Et il se trouve que Omar Homsen est quelqu'un qui vient de la ville de Nice. Et moi, j'ai habité à Nice pendant longtemps. Mais je n'étais pas sûr de savoir à qui je parlais. Imaginez, moi, je suis un ancien policier antiterroriste. J'écris un livre, je fais une expérience sur Twitter. Au bout de quelques jours, on me met en contact avec l'un des principaux recruteurs du djihadiste français. Bah, je me dis quand même, est-ce que je peux être sûr que c'est lui ? Et je discute avec lui. Il me donne son adresse à Nice. Et je connais l'endroit où il habitait. Il me dit, moi, j'allais à tel endroit. Je lui dis, tu comprends, moi, je veux être sûr que ce soit toi. Comment je peux savoir que c'est toi ? Et il m'explique. J'allais manger une pizza à tel endroit. Il y avait tel centre commercial à tel endroit. Je faisais ça. Mon adresse exacte, c'est ça. Et là, c'était déjà sacrément convaincant. Et puis, par l'intermédiaire d'un journaliste qui avait été déjà en contact avec lui, j'ai pu m'assurer que c'était bien lui. Et donc, j'ai dit, ben moi, je ne veux pas les combattre. Je veux bien aller aider, mais je ne veux pas les combattre. Et là, on m'a dit, maintenant, il faut que tu ailles combattre. Et pour aller combattre, on va te donner des instructions. Et donc, Omar Homsen m'a donné des instructions. Et donc, en quelques semaines, sans avoir d'intention particulière, j'ai pu avoir des instructions très précises pour aller directement en Syrie rejoindre un groupe de combattants. Est-ce que j'aurais pu faire ça il y a 20 ans sans Internet ? C'était impossible, inimaginable. Il aurait fallu que je connaisse des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens qui me fassent confiance, que je tisse des liens, que j'ai vraiment envie d'intégrer une organisation criminelle. Mais là, sans avoir réellement cette envie-là, sans l'avoir même exprimée très clairement, j'étais en contact avec quelqu'un d'extrêmement dangereux, d'extrêmement manipulateur. Et je ne vous cache pas que si ce profil-là n'avait pas été un profil imaginaire que j'avais inventé de toutes pièces et que je me sois mis à la place d'un véritable adolescent ou d'un gars ou d'une fille de 20, 22 ans, 23 ans qui, pour des raisons X ou Y, cherche quelque chose d'autre dans sa vie, ben, je trouvais que c'était quand même sacrément dangereux de discuter avec quelqu'un qui est un terroriste, est un meurtrier, est un assassin et quelqu'un qui envoie des gens à la boucherie se faire tuer pour des motivations dont l'objet n'est pas de parler ici, mais qui sont complètement hors de la réalité. Cette expérience-là, moi, je l'ai trouvée effrayante. Omar Homsen, 2 semaines après, a été tué dans une altercation avec des forces de sécurité. On n'a jamais vraiment su exactement comment il était mort. Il faut dire que s'il parlait aussi ouvertement avec autant de gens et des gens comme moi, à un moment donné, ça a pu lui jouer un tour. Mais vous voyez le danger ? Est-ce que vous ressentez cette proximité avec le côté réellement obscur, pour employer un terme qu'on connaît tous, de la nature humaine et de ce que l'humain est capable de faire de pire? C'est ça, moi, ce qui m'effraie dans les réseaux sociaux. C'est ça, moi, ce qui m'inquiète dans les réseaux sociaux. Parce qu'au-delà de ces contacts avec des gens qui sont des êtres dangereux, manipulateurs, qui ont un objectif très précis, il y a toute cette haine qu'on voit aussi. Vous les avez vues, ces images de décapitation, ces vidéos, cette violence. Et là, moi, je me pose la question. Je me dis comment des compagnies comme Facebook, comme Twitter, qui sont censés être des réseaux qui rapprochent les gens, qui donnent des moyens aux gens de communiquer entre eux, de se rendre service, de se soutenir, de débattre de causes, de faire des projets communs. Comment ces compagnies peuvent laisser autant de haine circuler sur leur propre réseau? Alors on parle de liberté d'expression, et Stéphane va vous en parler. Bien sûr que la liberté d'expression, c'est très important. Mais il faut mettre le curseur quelque part. C'est là, à mon avis, que se pose réellement la question. Et si ces compagnies-là, à mon sens, ne mettent pas le curseur assez haut
C'est-à-dire qu'elle n'élimine pas ces profils haineux, qu'elle n'élimine pas ces photos ignobles de gens qui sont torturés, qui sont maltraités. Parce que dites-vous que ces gens-là, évidemment qu'on ne les connaît pas, évidemment que ce ne sont pas nos proches, mais ce sont les proches de quelqu'un. Les gens dont on se sert, l'image de ces gens dont on se sert pour faire cette propagande, ce sont des images de vrais gens. Ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont des parents. Ces gens qui sont décapités et qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça pourrait un jour être quelqu'un qui est proche de nous. Est-ce qu'on aurait envie de voir ça sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on le regarderait si c'était le parent d'un ami? Et plus encore, j'ose pas vous faire le parallèle d'un membre de notre famille. On y réfléchirait à 2 fois quand même. Et c'est cette réflexion que j'aimerais que vous ayez, que vous reteniez peut-être de cette discussion. Voilà, ce n'était pas un grand cours, ce n'était pas une leçon, il n'y a pas de grands mots, il y a juste, pointons du doigt le fait que si on peut faire de belles choses, de grandes choses sur les réseaux sociaux, on peut y faire aussi les pires atrocités et on peut aussi participer à retransmettre les pires des messages. Celui de la haine de l'autre quel qu'il soit. Ça marche dans tous les sens. Ça marche aussi pour les messages de haine contre les minorités. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Et nous, en tant qu'individus, chacun d'entre nous, on a une responsabilité quand on accède à ces réseaux sociaux, quand on véhicule des messages, quand on repasse des messages, quand on voit un message qui nous semble haineux ou qui est une fausse information et qu'on la redistribue à notre propre niveau, on a un rôle, on a une responsabilité. Merci, M. Berthelin. Je m'excuse, je vais vous interrompre parce qu'on a quand même un temps limité. Et vous deveniez très passionné. Là, je pense que ça va continuer encore pendant un petit bout de temps. Voilà, merci beaucoup. On va maintenant passer à la conférence de M. Lemond-Langlois. Je vous rappelle que... Merci. Je vous rappelle que la table ronde, la conférence dure jusqu'à la fin de la période de questions. Donc, tout le monde reste jusqu'à la fin de la période de questions, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ça ne sera pas très long. Bonjour. Ma présentation. Marche-tu? Je ne suis pas sûr que ça marche. Ça marche-tu? Oui, il marche. Il est on pourtant. Oui, il marche? Oui? Non? 1, 2, check, 1, 2. OK, bon. Ma présentation est un petit peu moins passionnée que celle de Stéphane. J'espère que vous n'allez pas vous endormir trop. Mais l'idée, c'est d'essayer de voir, maintenant qu'on a peut-être mis le doigt un peu sur le problème, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être dit au sujet des solutions auxquelles on pense souvent quand on veut contrôler essentiellement l'information sur Internet. Donc, ce qu'on pourrait appeler une réponse au risque, parce que c'est un risque, hein, ce n'est pas une menace au sens où, si c'était une menace, si c'était vraiment un A égale B, on aurait beaucoup plus de gens qui partiraient au djihad, on aurait des tonnes et des tonnes et des tonnes de combattants étrangers en Irak, et c'est vraiment pas le cas. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a juste une infime proportion des populations? Bon, varie cette proportion-là, c'est sûr. Au Canada, on a une proportion vraiment petite, dans d'autres pays, pas mal plus importante, mais même dans les pays où la proportion est très importante, ça reste quand même d'une activité marginale. On parlait de propagande tantôt. La propagande, la première chose qu'on peut faire pour répondre à la propagande dont Stéphane parlait, ce genre de propagande-là, on met le doigt sur quelque chose qui n'est pas entièrement vrai, mais pas entièrement faux non plus. Donc, comme Stéphane disait, ça reste convaincant quand même. C'est rattaché aux nouvelles. Ça nous montre aussi les succès de l'État islamique. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est une espèce de contre-propagande qui vient du secteur privé, si on veut, des gens ordinaires qui disent nous, on s'attaque à l'image de l'État islamique. Donc, on a ici
Jihadi John qui n'est pas dans son élément normal. Mais bref, pour se payer la tête un petit peu des gens qui sont des membres de l'État islamique et aussi du message en général. Mais ce qu'on propose de faire en général, c'est plutôt des méthodes, des moyens qui vont être industriels et étatiques. Il y a un mélange des deux. Qui va être mobilisé le plus? Est-ce que c'est l'État qui doit répondre, qui doit être mobilisé à 100%? Est-ce que c'est plutôt l'industrie privée? Parce que ce dont on parle, les réseaux dont on parle sont des réseaux privés, l'infrastructure est privée, les services sont privés, les serveurs sont privés. Mais est-ce que c'est l'industrie qui doit être à l'avant-garde de cette réponse-là ou c'est l'État? Bon, la notion de blocage, comment est-ce qu'on fait pour bloquer des choses? On aimerait bloquer certains sites Internet, certains types de messages, certains types d'informations, et c'est ce qui paraît le plus simple. Techniquement, il y a une demi-douzaine, même un peu plus, de moyens d'arriver à bloquer des sites Internet, que ce soit en identifiant leur adresse IP, etc., et à bloquer au niveau national. On fait déjà ça, on bloque la pornographie juvénile. Donc, ce n'est pas impossible de bloquer les choses, sauf que ça a des effets non voulus souvent. Le premier, c'est l'effet de tunnel. L'effet de tunnel, c'est en fait que le message qui était dans l'Internet clair, qui était l'Internet dit normal, celui que vous googlez à tous les jours, peut se déplacer vers l'Internet pas mal moins clair. Donc, le DeepNet ou le DarkNet avec lequel on a accès, auquel on a accès avec le réseau Tor et le furteur de Firefox pour Tor. Et donc, à ce moment-là, vous allez déplacer le discours dans un endroit où vous ne pourrez plus le bloquer, vous ne pourrez plus l'identifier, puis vous ne pourrez plus identifier les personnes qui prennent part à ce discours-là non plus. Deuxième, l'effet collatéral. Le problème du discours dont on parle, c'est qu'il n'y a pas un discours blanc puis un discours noir, puis après ça, on fait la différence entre les deux, c'est super simple. En fait, on a un paquet de niveaux de gris et il faut mettre la ligne quelque part, comme Stéphane disait, mais c'est souvent pas si simple que ça. Et en visant certains discours, surtout si on le fait de façon automatique. Si vous le faites avec des personnes et vous dites, là, on va mettre des experts là-dessus et les experts vont analyser le discours, le langage qui est présent sur tel ou tel site, puis ils vont décider, oui, on le bloque ou non, on ne le bloque pas. Là, ça peut aller, sauf que ce serait des centaines, voire des milliers d'experts qui devraient être engagés pour faire ça. Vous savez qu'il y a 100 heures de vidéos YouTube qui est ajoutées à toutes les secondes. Là. Donc, ça ferait vraiment beaucoup de monde. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a tendance à automatiser cette tâche-là. Et quand on automatise, on dit, là, s'il y a le mot djihad là-dedans, tu nous bloques ça. Donc, forcément, on va bloquer l'effet collatéral. C'est ça, on va bloquer tout un paquet de sites parfaitement normaux. Là, je mets ça gros un peu. Là, c'est un peu plus complexe que ça, mais vous voyez un peu le problème. C'est que si vous bloquez tout site qui parle de djihad, vous allez bloquer les sites qui sont anti-terroristes, vous allez bloquer des sites qui sont anti-radicalisation, etc. Donc, vous allez jeter le bébé avec l'eau du bain. La troisième, c'est l'effet Streisand. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous connaissez Barbra Streisand, même si ce n'est plus vraiment de votre génération, mais Barbra Streisand, ça, c'est sa petite cabane. Là. Et sa maison, quand on l'a pris en photo, on a commencé à diffuser ça sur Internet. Regardez la maison de Barbra Streisand. Elle s'est fâchée, puis là, elle a poursuivi. Elle voulait empêcher les réseaux sociaux, puis toutes sortes de sites, de nouvelles, de diffuser une photo de sa maison. Et l'effet, comme vous pouvez l'imaginer, ça a été quoi? Ça a été une multiplication de l'intérêt que les gens voulaient avoir. Qu'est-ce qu'elle a, cette maison de si spéciale? Et donc, on a généré un intérêt pour sa maison qui dépassait de plusieurs milliers de fois l'intérêt original. Si elle avait fermé sa trappe, il y aurait peut-être quelques centaines de personnes qui auraient vu sa maison, mais non, en poursuivant des médias, etc., là, c'est des millions et des millions de personnes qui ont vu sa maison, qui en fait, en fin de compte, pour une maison de Malibu, il n'y a rien de vraiment spécial. Et enfin, l'effet whack-a-mole. L'effet, je ne sais pas comment appeler ça en français, mais vous savez très bien l'espèce de jeu de foire où quand on cogne avec un marteau, il y a un autre furet ou je ne sais pas quoi qui sort, un autre taupe qui sort, mais on tape dessus, puis là, ça ressort ailleurs. C'est un peu ça qui arrive quand on commence à bloquer des adresses IP, des sites web, des personnes. On peut recréer en quelques secondes un autre profil ou un autre site ou utiliser une autre adresse IP puis se déplacer très rapidement. Si vous vous souvenez, c'est pas juste
juste les sites djihadistes là, qui sont concernés par ça. Si vous vous souvenez, Wikileaks, ça se promène sur Internet, on bloque une place à Rouailleur, etc. Il y a des sites miroirs un peu partout. Les gouvernements veulent écraser Wikileaks, ils ne sont pas capables parce que ça ressort ailleurs tout de suite. Pirate Bay, si vous êtes des adeptes du téléchargement, Pirate Bay, ISO Hunt, etc. Ben là, il y en a qui sont morts et enterrés depuis ce temps-là, mais les gouvernements ont couru à travers toute la planète pour éteindre les feux qui se rallumaient presque immédiatement. Donc, c'est ce qui peut aussi arriver quand on se met du blocage. L'autre affaire du blocage, et surtout quand on parle de l'effet tunnel, et je pense que Stéphane en a parlé tantôt, c'est que le fameux monsieur qui est sur Internet puis qui s'ouvre peut-être un peu trop la trappe, à un moment donné, il se met sur le radar des autorités donne de plus en plus d'informations sur ses déplacements, sur son réseau social à lui, sur l'endroit où il vit, etc., etc. Puis tôt ou tard, il est surveillable. On peut le surveiller de cette façon-là. S'il se déplace sur l'Internet, sur le dark web, il ne sera plus surveillable. Il va devenir anonyme, il va être très difficile. Pas impossible, loin de là, mais beaucoup plus difficile à retracer. Et quand on met fin à la présence de sites djihadistes, par exemple, vous savez très bien que sur les sites djihadistes, il y a un bon pourcentage de policiers qui se font passer pour des djihadistes, mais là, eux autres aussi, ils se font fermer. Leur façon d'avoir accès aux comptes et à ce qui se passe là-dessus disparaît avec. Et c'est la même chose, si on regarde la façon dont les policiers s'attaquent à la pédophilie, c'est la même chose. Ils vont s'accrocher à un site où on recommande des façons d'obtenir de la pornographie juvénile, etc., etc. Mais si on reste là assez longtemps, on peut découvrir tout plein de gens, tout plein d'autres sites, etc., etc. Mais si on ferme immédiatement, on perd cette capacité-là. Deuxième, à part du blocage, on pourrait aussi juste dire on va faire de la surveillance. La surveillance, en fait ça, on ne bloque pas, mais on surveille tout ce qui se passe. Là, l'image que je vous ai mise là, c'est les réseaux sociaux, les amitiés Facebook. Donc, on peut faire un mapping en temps pratiquement réel des amitiés sur des développements d'amitié. Vous savez ce que c'est une amitié sur Facebook, là, c'est pas tout à fait une amitié, mais enfin, bref, on peut faire un mapping de ça. C'en est un, celui-là qu'on voit maintenant. On voit chaque ligne qui est là, c'est 1000, je pense, 1000 amitiés. Mais en tout cas, bref, on a la capacité de surveiller, une capacité vraiment très, 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 très développée de surveiller énormément de choses qui se passent. Pas mal moins sur le dark web, mais sur le web en clair, on a vraiment beaucoup de capacités. Vous vous souvenez tous du scandale Snowden d'ailleurs, on en parle un peu moins ces temps-ci, mais on en parlait beaucoup. Et donc, la façon dont les autorités, mais pas juste américaines, c'est sûr que le scandale Snowden a sorti des documents américains. Donc, c'est les États-Unis qui sont sous la loupe, mais la plupart des gouvernements de l'Occident font à peu près la même chose à des niveaux plus ou moins semblables. Et donc, on a, avec ce développement, cette volonté-là de surveiller, ce qu'on a, c'est clairement dans ces documents-là un dépassement très évident de la surveillance de quelques centaines, quelques milliers de terroristes. Et là, maintenant, on surveille tout le monde parce que pour découvrir l'aiguille dans la botte de foin, il faut surveiller la botte de foin au complet. Donc, quand on a ce genre de pratique-là, on répond à un risque, mais on développe d'autres sortes de risques dont on pourra parler après dans les questions. Troisième sorte de réponse, la militarisation. On s'est dit, si on ne peut pas les empêcher de corrompre notre jeunesse chez nous, on va les attaquer chez eux. Et donc, on va mettre fin au terroriste qui est sur Twitter en bombardant son téléphone avec lui qui l'a dans ses mains. Et donc, c'est la façon dont on a répondu vraiment massivement dernièrement à des menaces. L'idée qu'on peut faire de la prévention du terrorisme en attaquant avant de se faire attaquer. Donc, on identifie des cibles, souvent par la surveillance, et ensuite, on va attaquer physiquement. Donc, on a une militarisation du conflit. On pourrait dire qu'on a aussi une militarisation de l'approche de la surveillance d'Internet. Il y a énormément de puissance militaire sur Internet. Il y a énormément de développement de capacités militaires qui va servir à cette surveillance-là sur Internet. Mais là, ce dont je parle, c'est vraiment, c'est Stephen Harper dans son jet, là, donc c'est vraiment une réponse militaire physique traditionnelle. On l'a fait souvent, on l'a fait en Libye,
On le fait en Irak, on a arrêté de le faire dernièrement en Irak, mais bombarder les pays arabes, c'est un des passe-temps favoris de l'Occident aujourd'hui. Un gros générateur de propagande pro-djihadiste d'ailleurs, comme on l'a vu tantôt, comme Stéphane en a parlé tantôt aussi. Et la Libye continue d'être présentée comme un grand succès. Grand succès militaire, où on a finalement mis fin à un État qui était sponsor du terrorisme, c'est classique depuis les années 80. Mais grosso modo, si vous suivez un peu les nouvelles, vous êtes un peu au courant de ce qui se passe en Libye, ben, en fait, la situation est 10 fois pire qu'elle était avant qu'on bombarde. Donc, l'idée qu'on va régler ce problème-là de façon militaire est quand même assez farfelue. On a même pensé, quand le nouveau gouvernement a dit on va mettre fin au bombardement en Irak, et la possibilité de mettre fin est arrivée à peu près au moment où on a eu des attaques au Burkina Faso, une attaque au Burkina Faso qui a fait des morts québécois, canadiens québécois. Tout d'un coup, il y a eu comme une montée de l'opposition au retrait des jets, parce qu'on s'est dit, non, on ne peut pas enlever les jets au moment où il y a plus de terrorisme, même si dans ce cas-ci, il n'y a aucun sens. On a tellement la réponse militaire en tête automatiquement qu'on commence à réfléchir de moins en moins à ce dont on parle. La Libye, pas la Libye, excusez, le Burkina Faso, c'est ici, puis l'Irak, les CF-18 sont là. Puis des fois, ils s'en vont un petit peu en Syrie. C'est quand même 5000 km de distance, les deux. Les jets ne font pas ça. Il n'y a pas un jet qui est actif là qui va avoir un effet sur les groupes terroristes qui se trouvent au Burkina Faso. Ces deux groupes, de toute façon, qui sont complètement différents. Ces deux groupes qui n'ont pas les mêmes philosophies. S'ils se rencontraient, ils ne s'entendraient pas, ils ne s'aimeraient pas pendant tout. Et donc, l'idée que notre déploiement militaire ici a un effet de terrorisme en bas là, complètement farfelu, mais pas grave, on ne s'est pas beaucoup posé la question dans les médias. En tout cas, si on l'est posé, je ne l'ai pas vu. Automatiquement, le fait qu'il y a eu une attaque terroriste ici venait dire non, ce n'est pas le bon temps d'enlever les jets en haut là. Alors qu'il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. Pour terminer, j'aimerais ça qu'on glisse un mot sur la sécurité, parce qu'on dit qu'on va assurer notre sécurité. On fait tout ça pour assurer notre sécurité, en fin de compte. Mais on ne dit pas c'est quoi au juste la sécurité, malheureusement. Là, je mets une photo de pommes. Quand on achète des pommes au supermarché, on a des pommes. On achète 3 kilos de pommes, on a 3 kilos de pommes. Quand on achète de la sécurité, on n'a pas de la sécurité. Ça n'existe pas de la sécurité. Ce n'est pas une chose, la sécurité. Vous ne pouvez pas acheter un sac, une caisse. Vous ne pouvez pas la mesurer non plus. Vous pouvez mesurer la probabilité de certaines menaces, le risque. Vous pouvez mesurer ça se mesure. En général, c'est des quantités infinitésimales, probabilité très, 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 très faible. Mais vous ne pouvez pas mesurer la sécurité. Ce que vous pouvez mesurer, c'est combien d'activités ont le drapeau sécurité ou l'étiquette sécurité collée dessus. Mais est-ce que ces activités-là produisent effectivement la sécurité comme une quantité mesurable au bout? Absolument pas certain. Ça reste une chose à mesurer, à évaluer. On ne peut pas dire on fait cette chose-là pour la sécurité ou ceci est une activité de sécurité où on assure la sécurité sans que ça soit mesuré. L'activité elle-même, elle ne produit pas automatiquement la sécurité juste parce qu'on a mis l'étiquette sécurité, dessus. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut remettre ça dans un contexte pas mal plus large que ça. L'activité de sécurité, elle a des coûts. Il faut mesurer les coûts. Hein? C'est un investissement quand on lance une activité de sécurité. Ça ne se fait pas tout seul par l'action de l'Esprit Saint. Il y a des coûts financiers, donc des budgets, c'est assez évident pour le moment. Des coûts sur nos libertés. À chaque fois qu'on a une nouvelle activité de sécurité, on nous dit qu'il faut bien balancer. Il faut trouver le bon équilibre entre les droits et la sécurité. Ça veut dire, à chaque fois, en tout cas depuis que j'étudie ça fait quand même un petit bout de temps, à chaque fois, ça veut dire qu'il faut enlever un petit peu du côté droit pour ajouter du côté sécurité. Et c'est jamais dans l'autre sens. Donc, à chaque fois qu'on réajuste l'équilibre, on réajuste toujours en enlevant un petit peu. Donc, on investit on pourrait dire ça si on veut être des financiers, là, on investit une partie de nos droits afin d'obtenir cette fameuse sécurité-là. Des déplacements, il va y avoir des déplacements parce qu'on n'a pas des budgets illimités. Et donc, si on envoie des millions de dollars de plus à un endroit, ben forcément, il va y avoir des millions de dollars de moins ailleurs. Et là, il faudrait mettre ça dans les coûts parce que ça va nous coûter quelque chose d'avoir moins de millions de dollars ailleurs.
Et en fait, ça a des coûts de sécurité. Niaiseux à dire, mais la sécurité, l'activité de sécurité qu'on est en train de faire peut créer un manque de sécurité ailleurs. Donc, on peut tirer la couverture d'un côté, avoir tout bien chaud de ce côté-ci, mais on a découvert de l'autre côté. Le fameux combat du iPhone, là, Apple versus le FBI, aujourd'hui, c'est à peu près ça. On veut tirer la couverture du côté sécurité anti-crime, anti-terrorisme, mais on est en train, si Apple dit oui, puis procède en tout cas à faire ce que le FBI demande, on découvre de l'autre côté et on va faire rabaisser la sécurité de tous les iPhones de la planète Terre. Donc, on a la sécurité personnelle de chacun de vos informations personnelles que vous mettez sur votre iPhone. Bien, cette sécurité-là va diminuer. Donc, on fait une action de sécurité qui peut-être va augmenter la sécurité d'un bord, ça reste à démontrer, mais certainement va la faire diminuer de l'autre côté. Donc, on investit une perte de sécurité pour avoir une autre ailleurs. Après, il faut mesurer les conséquences. Est-ce qu'on a comme résultat, est-ce qu'on a effectivement une baisse du risque? Le risque, ça se mesure quand même. On peut mesurer, les experts mesurent le risque en combinant la probabilité que quelque chose arrive et la sévérité ou la gravité de cette chose-là. On ne rentrera pas dans les détails là-dessus, mais ça se mesure. Ça reste partiellement subjectif, mais c'est semi-mesurable. Donc, on peut mettre un peu nos pieds sur quelque chose de moins flou